Bienvenue sur Bibliojuriste des Savoirs, la chaîne qui décrypte les livres qui marquent l'histoire et interroge notre perception du monde. Donc n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer et n'oubliez pas aussi de liker et partager la vidéo, ce qui permet à la chaîne de continuer et de vous proposer plus d'analyses de livres fascinants. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans Pawns in the Game, dans sa version en langue française des Pions sur l'échiquier, qui a été publié en 1955 de l'écrivain canadien William Guicard, un officier de la marine, et qui prétend révéler les coulisses du pouvoir mondial. Ce livre est controversé car il s'appuie sur la théorie du complot. William Guicard affirme que le monde est orchestré par une élite secrète utilisant des guerres, des révolutions et des crises économiques pour manipuler les peuples, ce qui laisse le livre s'inscrire dans une tradition de littérature conspirationniste, souvent controversée, et centrée sur l'idée que les puissants utilisent la finance, la politique et les conflits mondiaux pour établir un gouvernement mondial totalitaire. Dans le premier chapitre, La naissance d'une conspiration, Carr retrace les origines d'un plan de domination mondiale qu'il attribue à Adam Weishaupt, professeur de droit, le fondateur allemand des Illuminati de Bavière en 1776, qui avait pour but de promouvoir les idéaux des Lumières tels que la raison, la liberté de penser et la séparation de l'Église et de l'État. Mais Carr affirme que leur objectif était de renverser les monarchies et les religions pour instaurer une dictature mondiale. Et présente l'exemple de l'implication présumée des forces occultes cherchant à créer un gouvernement mondial dans la chute de l'Empire romain et les conflits du Moyen Âge. Et il illustre l'idée par une citation disant que les Illuminati prenaient les apparences de la lumière, mais ils prenaient en réalité l'asservissement. Au deuxième chapitre, Carr parle de la Révolution française qui a été, selon lui, préparée par les Illuminati d'Adam Weishaupt avec pour but de détruire la monarchie et la religion. Et cite Robespierre, un avocat français, comme un pion manipulé par ses forces et qui avait l'apparence de défenseur du peuple et chef du comité de salut public, et qui a instauré la terreur pour éliminer les ennemis de la Révolution. Carr dit que ce fut la Révolution française que les conspirateurs commencèrent à établir la première phase de leur plan pour le contrôle du monde. Et au troisième chapitre, l'écrivain parle de la montée du communisme où il avance que Karl Marx était soutenu par des financiers internationaux et des banquiers. Et lie cette stratégie aux objectifs des Illuminati pour instaurer le nouvel ordre mondial. Il prétend aussi que la révolution bolchevique fut financée en partie par des banques occidentales associées à la famille Rothschild et d'autres puissances financières. Et cite Trotsky et Lénine comme pions de cette conspiration visant à transformer la Russie en État totalitaire sous contrôle extérieur, au lieu d'un État chrétien. Carr dit ici que peu de gens réalisent que le communisme est un outil utilisé par ceux qui tirent les ficelles du capitalisme international et que derrière chaque révolution se cachent toujours les mêmes financiers utilisant le peuple comme instrument de destruction. Carr insiste aussi sur le rôle croissant des sociétés secrètes, notamment les Carbonari en Italie, la haute vente romaine anticatholique et notamment les Illuminati, tous soutenus par des financiers. Il parle aussi de Napoléon Bonaparte qui le présente comme un obstacle au plan des conspirateurs de la France post-révolutionnaire et affirme que Napoléon, bien qu'issu de la Révolution, aurait compris qu'il était manipulé et aurait tenté de s'opposer à ces forces occultes. En conclusion, la Révolution française aurait servi à abolir les monarchies traditionnelles. Les révolutions de 1948 auraient permis d'instaurer des régimes favorables à la finance internationale
et la révolution russe de 1917 aurait posé les bases d'un conflit mondial entre capitalisme et communisme. Car suggère alors que le communisme et le capitalisme sont deux faces d'une même médaille. Dans le chapitre 4 et 5, Carr parle du plan pour la guerre mondiale, notamment la Première Guerre, qui a été planifiée par des élites secrètes afin de redessiner la carte politique et économique mondiale. Il parle aussi du rôle des banques, la Banque d'Angleterre par exemple, et les banques américaines, et des gouvernements dans la manipulation des événements qui conduit à la guerre, ainsi que la façon dont la guerre a servi à affaiblir les nations européennes tout en renforçant les États-Unis. Il parle aussi des stratégies utilisées pour créer des crises économiques et politiques et comment ces crises sont exploitées pour pousser les masses à accepter des politiques qui leur sont défavorables et cite la crise économique de 1929 où des manipulations financières ont été utilisées pour provoquer l'effondrement du marché boursier, permettant aux élites de racheter des entreprises à bas prix. Carr affirme aussi que les médias ont un rôle central dans la manipulation de l'opinion publique. Les élites posséderaient les grands journaux et réseaux de communication pour diffuser des infos qui favorisent leur intérêt. La presse pour lui est l'arme la plus puissante entre les mains des puissances secrètes. Et dans le chapitre 6 et 7, Carr explore l'idée que le Vatican aurait été infiltré par les forces occultes afin de détourner la religion de son véritable message. Et il parle aussi du contrôle des banques et des finances, en particulier la manière dont les banques centrales des grandes puissances sont influencées par des groupes d'intérêts secrets. Et il explique que la création de la Réserve fédérale américaine et d'autres institutions financières internationales visait à centraliser et à contrôler l'économie mondiale et dit sa célèbre citation « Donne-moi le contrôle de la monnaie d'une nation et je ne me soucie pas de qui fait les lois ». Puis dans le chapitre 8 et 9, Carr affirme que la Seconde Guerre mondiale, tout comme la Première, a été planifiée par les élites pour remodeler l'ordre mondial et soutient que les événements comme le traité de Versailles ont été orchestrés pour créer des conditions propices à un nouveau conflit mondial et explique comment des institutions comme la Banque des règlements internationaux ont facilité les financements pour créer des tensions après la Première Guerre mondiale et comment les États-Unis ont été poussés à entrer dans la Seconde Guerre mondiale en analysant les politiques de manipulation des élites, les intérêts financiers et les manipulations diplomatiques. Et donne l'exemple de l'attaque de Pearl Harbor qu'il présente comme un événement planifié pour motiver l'opinion publique américaine à entrer en guerre. Carr dit que les grandes puissances ne se battent jamais pour des raisons idéologiques, mais pour des intérêts économiques. Puis dans le chapitre 10 et 11, Carr parle de l'après-guerre et les changements dans le monde géopolitique, notamment la montée en puissance de l'Union soviétique et le développement du communisme. Les puissances mondiales ont manipulé la guerre pour créer un monde bipolaire entre les États-Unis et l'Union soviétique où la guerre froide est apparue comme un moyen de maintenir le contrôle et la domination sur les nations. Carr critique l'introduction du plan Marshall et l'instauration de régimes communistes comme la Tchécoslovaquie qu'il considère comme des étapes pour contrôler les deux blocs idéologiques par les élites. Puis il examine le processus de décolonisation qui a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale et qui a été manipulé par ces élites pour créer de nouveaux États sous leur contrôle indirect. Et fait référence à l'Inde qui a obtenu son indépendance en 1947, mais dans un contexte où le pouvoir restait largement entre les mains de ceux qui étaient en contact avec les anciennes puissances coloniales, et il dit
La décolonisation n'a jamais été un acte de libération, mais une nouvelle forme de domination mondiale. Dans le chapitre 12, 13 et 14, Carr introduit l'idée du nouvel ordre mondial et décrit comment les élites mondiales ont manipulé les nations indépendantes pour les amener à accepter des politiques mondialisées qui servent leurs intérêts, et parle de la création des Nations Unies comme un moyen de contrôler la politique mondiale et non comme forum pour la paix. Carr examine aussi comment les élites utilisent le système éducatif et culturel pour façonner l'opinion publique et contrôler les masses et diffuser les idéologies qui favorisent leurs intérêts. Et donne comme exemple l'influence des universités, des médias et de l'industrie du divertissement dans la diffusion des messages qui renforcent l'ordre établi et critique la manière dont des historiens et des journalistes sont payés pour manipuler l'histoire et l'opinion publique. Carr insiste encore une fois que les grandes puissances utilisent les guerres directes pour maintenir leur place dominante dans le monde et explique que les relations complexes entre les États-Unis et l'Union soviétique, par exemple pendant la guerre froide, et leur opposition sur le plan idéologique, ne sont qu'en réalité que les deux faces d'une même pièce avec des intérêts qui se rejoignaient pour maintenir un équilibre mondial favorable à leur stratégie. Il dit « Ce n'est pas la guerre des armes, mais celle de l'influence et du contrôle des ressources. » Dans le 15e chapitre, il parle de la création du système bancaire international et se penche sur la structure de ce système, en particulier la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, et affirme que ces institutions sont en réalité des instruments de domination économique créés pour soumettre les nations à la volonté des grandes puissances financières. Il dit « Les banques ne financent pas les projets, ils contrôlent l'économie mondiale. » Dans le chapitre 16 et 17, Carr analyse la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique et comment elle a été utilisée comme un outil pour manipuler et pour maintenir un ordre mondial bipolaire par les élites qui utilisaient les deux pays comme des marionnettes et met en lumière les conflits par procuration comme la guerre de Vietnam et la guerre de la Corée utilisée pour renforcer les positions des États-Unis et de l'Union soviétique tout en déstabilisant des pays tierces. Carr discute aussi la tentative de créer un gouvernement mondial unifié sous le contrôle des élites et décrit le processus de mondialisation en soulignant que les grandes institutions internationales comme l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et l'ONU sont des moyens d'implanter un ordre mondial où les nations souveraines sont subordonnées aux intérêts d'une poignée de puissances. Et il évoque les traités internationaux comme l'accord de Bretton Woods qui a imposé un cadre économique mondial sous la direction des États-Unis. Selon Carr, l'unification du monde n'est pas un rêve de paix, mais une stratégie de domination. Dans le dernier chapitre, Carr résume les idées principales et conclut que le monde est un échiquier où les nations et les peuples sont des pions manipulés par des forces invisibles. Il avertit que la lutte pour le contrôle total du monde n'est pas encore terminée et que le destin de l'humanité dépendra de sa capacité à reconnaître ces manipulations et à les contester. Et finit par dire que le destin du monde est écrit par ceux qui possèdent les clés du pouvoir financier, politique et militaire, et que seule la vérité nous rendra libres. Des pions sur l'échiquier est critiqué pour sa tendance à s'appuyer sur des théories du complot et de manquer de preuves tangibles pour soutenir ces théories. Mais il reste une analyse audacieuse et offre une nouvelle vision des événements historiques, suggérant que les crises mondiales ne sont pas le fruit du hasard, mais des stratégies financières. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté et à bientôt.